Bienvenue au Café Quantique. On va parler d'ordinateur quantique, d'informatique quantique et de choses que je ne comprends pas forcément très bien non plus, comme tout le monde. En réalité, moi à la base, je suis un informaticien et j'ai étudié l'algorithmique classique. Mes recherches, c'est de l'algorithmique classique, même pas randomisée. Donc, quand j'étais étudiant en M2, j'ai étudié dans le curriculum l'informatique quantique. Une fois mon diplôme en poche, j'étais bien content. Merci pour l'expérience de pensée. Je n'en referai plus jamais de ma vie. Et bon, chose ironique, ça m'est revenu dessus et ça a émergé complètement dans mes recherches. Et maintenant, c'est devenu un outil important pour comprendre les problèmes d'algorithmique classique que je regarde. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ça, de vous expliquer l'intérêt que ça a en dehors de la grosse machine à électrons. Euh, et donc, on va faire un petit voyage dans l'informatique quantique. Donc, on va commencer par l'entrée. Et on va parler de fonctions exponentielles. Oh là, pardon, l'apéro. Donc, pour comprendre la puissance des ordinateurs quantiques, il faut faut avoir une intuition de ce qu'est l'exponentielle. Donc, il y a une légende indienne qui dit qu'un serviteur du roi avait demandé, qui avait inventé le jeu d'échecs indien, avait demandé comme récompense qu'on lui mette un grain de riz sur la première case de son échiquier, deux grains de riz sur la suivante, quatre grains de riz sur la suivante, et ainsi de suite en multipliant par deux à chaque fois sur les 64 cases. Ce qui paraissait une récompense illusoire, mais en fin de compte, donc ça c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, à chaque étape on multiplie par deux la quantité de grains de riz. Sauf qu'à la fin, on se retrouve avec beaucoup plus de riz que tout ce que l'Inde était capable de produire aujourd'hui ou hier. Et donc, si on regarde les quantités en pratique, en fait, donc vous commencez avec un grain de riz ici, puis deux, puis quatre, ainsi de suite. Et donc, vous voyez que les chiffres augmentent, et à la fin, hop, sur la 64e case, vous avez 9 milliards de grains de riz. Donc, il faut comprendre que ce sont des nombres qu'on a du mal à envisager, à imaginer en pratique, mais c'est une croissance extrêmement rapide. Je vais vous aider. Si l'on se base sur la production annuelle de riz de 479 millions de tonnes de riz cuisiné en 2014, il faudrait un peu moins de 1500 ans pour réunir tous les grains de riz nécessaires à la réalisation de ce problème, à raison de 0,04 g par grain de riz. Mais si l'on considère le temps de conservation du riz, qui est d'un peu plus de 30 ans, il serait en réalité impossible de fournir le riz nécessaire à ce problème, à moins d'augmenter la production de riz d'au moins 5100%, soit de multiplier la production par 52. Merci. Donc ça pose des problèmes pratiques. Quand on a des comportements exponentiels, ça pose des vrais problèmes pratiques. Ceux qui ont programmé des algorithmes exponentiels se rendent compte très rapidement, bon là c'est pas un problème de grain de riz, c'est un problème de secondes. Très rapidement, on n'est plus capable de faire tourner notre ordinateur. Si à chaque fois on multiplie le temps par deux d'exécution dès qu'on rajoute une petite variable à notre problème, très rapidement, c'est foutu. Par exemple, 9 milliards de secondes, c'est quelque chose de complètement irréaliste. Sur, pourtant, une exponentielle de 64. Donc si on travaille avec un graphe de taille 64, c'est absolument rien du tout en pratique. Et donc il y a un comportement exponentiel qu'on connaît très très bien en informatique, mais même n'importe quel étudiant de primaire qui commence à écrire des nombres, c'est le nombre de nombres qu'on arrive à représenter avec un certain nombre de signes. Donc ça, en informatique, on fait du binaire. Donc, si je me permets un seul signe, donc soit le signe 0, soit le signe 1, je suis capable d'écrire deux nombres distincts, 0 et 1. Jusque-là, c'est facile. Si je me permets deux signes, toujours dans l'alphabet 0-1, je peux écrire quatre nombres différents, de 0 jusqu'à 3. Si je me permets trois signes, je peux monter jusqu'à 8 nombres différents qui vont de 0 à 7. Et ainsi de suite. Si je me permets 4 signes, me voilà capable de compter jusqu'à 15. D'accord ? Donc c'est exactement, on est à évoluer sur notre damier à chaque fois. Et donc si je continue, et je me permets 64 signes, alors là je peux écrire 9 milliards de nombres distincts. Et ça c'est vraiment une croissance exponentielle. C'est assez remarquable du point de vue toute l'information qu'on arrive à capter avec seulement quelques signes. Et pour la remarque, c'était un des problèmes qu'on donne aux Romains. Leur système numérique
étaient moins adaptés à ce genre d'opération. Donc il fallait, disons, beaucoup de tablettes pour écrire des nombres très grands. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va être au cœur du quantique. C'est quelque chose d'important, cette capacité à représenter beaucoup de nombres distincts, un nombre exponentiel de nombres distincts, avec seulement peu de signes. Donc voilà, j'espère que vous avez une certaine intuition de l'exponentiel désormais. Et donc on va passer, mauvaise nouvelle, à la théorie de la complexité. Mais on va rester sympa. J'espère. Donc, si on veut comprendre l'intérêt des ordinateurs quantiques, il faut qu'on puisse se positionner dans les classes de complexité, qui est la théorisation de la difficulté à résoudre des problèmes en informatique. Et donc la classe de complexité qu'on aime bien, c'est la classe P. C'est celle qu'on manipule tous les jours, qu'on cherche un chemin le plus court sur Google Maps, ou la plupart des algorithmes qu'on essaie d'utiliser dans nos recherches sont souvent dans P. Donc c'est la classe des problèmes qu'on arrive à résoudre efficacement avec un ordinateur classique. Donc je ne vais pas définir le sens d'efficacement, mais disons que si on a un problème de taille 100 ou un problème de taille 101, ça va être à peu près le même nombre d'opérations au final. On n'a pas une croissance horrible du temps de calcul quand on change un petit peu notre problème. Et aussi une chose qu'on demande généralement, c'est d'avoir des réponses exactes. Si on a un exemple ici qui est la multiplication de nombres, donc vous avez deux nombres P et Q, et vous demandez à votre ordinateur de les multiplier entre eux. Vous voulez que votre multiplication soit correcte, vous obtenez le nombre grand N, et ça c'est quelque chose qu'on arrive à faire très bien, heureusement, sinon on serait assez limité. Donc multiplier des nombres, c'est quelque chose qu'un ordinateur fait extrêmement bien, c'est dans la classe de complexité P, pour parler avec des termes plus théoriques. Et donc ça c'est le problème qu'on aime bien. Plus général, on a la classe de complexité NP, dans laquelle se trouve par exemple le problème inverse. Je vous donne un nombre, grand N, et je vous demande de le factoriser, donc de le séparer en un produit de deux nombres, P et Q. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire facilement. Donc, dans l'état de nos connaissances, on ne sait pas si c'est dans P, mais on sait que c'est dans NP. Parce que la classe de complexité NP, qui contient vraisemblablement beaucoup plus de problèmes, c'est la classe des problèmes qui ont une solution simple, mais qui n'est pas forcément facile à trouver. Ah, tu me donnes mal à la tête. Donc par exemple, dans le cas de la multiplication, la solution est simple, c'est juste deux nombres, P et Q. Par contre, réussir à les trouver en ne connaissant seulement que le grand nombre n, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. En tout cas, quelque chose qu'on ne sait pas résoudre d'un point de vue qu'on ne sait pas résoudre rapidement dans tous les cas. Même dans très peu de cas, on arrive à le résoudre rapidement. Donc c'est assez remarquable, des solutions simples mais dures à trouver. Et donc la classe des problèmes NP, donc on a des théoriciens des graphes dans la salle qui connaissent très très bien ça, il y a énormément de problèmes intéressants dans cette classe. Et donc il y a une technologie qui repose sur le fait qu'on ait cette asymétrie dans notre capacité à multiplier des nombres, chose facile, et notre incapacité à factoriser dans l'autre sens, de façon efficace. Donc il y a une technologie qui repose là-dessus, c'est la cryptographie. Donc la cryptographie se base là-dessus, en fait, pour une raison assez simple, c'est que on peut donner un élément à quelqu'un qui va encoder son message avec. Si vous voulez, l'encodage, c'est la multiplication, c'est quelque chose de facile à faire. Par contre, le décodage, c'est la factorisation. Et donc, c'est quelque chose de dur à faire. Et donc ça c'est important en cryptographie parce qu'on arrive à encoder facilement les choses, mais on ne peut pas les décoder facilement. Et notamment, il y a un système qui est très connu qui s'appelle RSA qui est au cœur de beaucoup de processus cryptographiques aujourd'hui et qui repose sur cette technologie simple. Et donc, si on était capable, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, en complexité, on n'est pas sûr que la factorisation soit quelque chose qu'on peut faire efficacement ou pas. Beaucoup de gens se sont cassés les dents dessus. On n'a pas d'algorithme actuel qui nous permet de faire ça efficacement. Mais on ne peut pas complètement être sûr, dans l'état actuel des connaissances, qu'aucun algorithme existe. Donc si on était capable de trouver un algorithme
qui est résolver la factorisation efficacement. Non seulement il faudrait changer très rapidement de technique de chiffrement, mais en plus de ça, du point de vue de l'algorithmique et de la théorie, ça nous apprendrait quelque chose de très profond sur la séparation, sur les classes de complexité. Ce serait une donnée vraiment intéressante. Ouais, maintenant, on va pouvoir enfin parler de quantique. Et on va commencer par la superposition quantique, qui est un phénomène étrange de la physique, qui est au cœur de la technologie de l'ordinateur quantique. Attends, j'ai pas introduit l'adjectif quantique. Le quantique, c'est un peu comme un serveur à la terrasse d'un café français. Exécrable, imbuvable, au point de vous faire passer l'envie de revenir. Mais, lol, pas de bol, soyez-en sûrs, vous y reviendrez. Tu peux continuer. Donc, le principe de superposition quantique nous dit qu'une particule quantique peut être dans deux états distincts à la fois. Donc là, vous avez une particule, vous pouvez imaginer qu'elle tourne sur elle-même, et elle peut à la fois pointer vers le haut, c'est sa petite flèche rouge, et pointer vers le bas, en même temps. Un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Donc c'est deux états distincts que la particule a en même temps. Et c'est ça qui est très étrange. On n'a rien dans notre monde tangible. On ne peut pas être dans deux choses distinctes en même temps. Par contre, quand un physicien observe la chose, alors une décision se fait. Et donc, on va observer un seul état. Donc, tant qu'on n'observe pas, notre particule est à la fois pointe un petit peu vers le haut, pointe un petit peu vers le bas. Mais quand on l'observe, elle prend une décision et elle va pointer soit exclusivement vers le haut, soit pointer exclusivement vers le bas. Ça, c'est quelque chose qui a troublé les physiciens et qui est toujours complètement inintuitif. Mais donc, on a cette superposition d'états. Et c'est là-dessus que repose la technologie des ordinateurs quantiques. Donc il y a une expérience qui est très connue, qui est celle du chat de Schrödinger. Schrödinger était un peu dubitatif par rapport à cette superposition qui troublait plus d'une personne à l'époque. Et donc il a imaginé cette expérience de pensée, légèrement perverse à mon avis, où il avait ses particules et il les connectait à un marteau. Donc si ma particule pointe vers le haut, mon marteau est levé. Si ma particule pointe vers le bas, j'abats mon marteau. Pour rendre les choses plus intéressantes, il a mis une fiole de poison sous le marteau. Et pour rendre les choses encore plus tordues, il a mis un chat à côté. Et donc, si on déroule l'expérience, notre particule pointe à la fois vers le haut et vers le bas. Donc ça veut dire que notre marteau est à la fois levé et abattu. Donc notre fiole de poison est à la fois entière et à la fois brisée. Et donc notre pauvre chat qui est à côté de cette fiole de poison, il est à la fois vivant, un petit peu, et à la fois mort. T'es sérieux? Un petit peu. T'es un mort-vivant? Un chat zombie? Non, à la fois vivant et un peu mort, mais pas un mélange des deux. Donc c'est ça. Donc évidemment, il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre au moment où on connecte notre particule à notre marteau. Donc ça, c'est quelque chose de complètement irréaliste. Mais voilà, donc l'expérience de pensée nous montre un peu la différence qu'il y a entre ce qui se passe à l'échelle microscopique et ce qui se passe dans notre monde à nous. Donc c'est inintuitif, disons-le comme ça. Et donc, ne dites pas à ma fille que j'ai piqué son chat dans ses livres d'images, surtout pour ce que j'en ai fait. Donc voilà, donc ça c'est l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience de pensée, naturellement. Mais on va garder en tête cette histoire de superposition. Et donc il faut voir quand même que ça a troublé les scientifiques, et pas les plus bêtes d'entre eux. Donc là vous avez Einstein et Bohr, en pleine discussion, à la fin d'un repas, peut-être un petit peu éméché, on ne sait pas. Donc ils sont en pleine discussion parce que les deux scientifiques n'étaient pas d'accord sur l'interprétation. En fait, on dit souvent que Einstein n'avait pas compris la physique quantique, c'est pas du tout ça. Il est d'abord un des pionniers de la physique quantique, mais il n'était pas satisfait par cette interprétation. Le fait qu'on ait un objet qui soit à la fois dans deux endroits en même temps, ou un objet qui soit à la fois dans deux états distincts en même temps,
était quelque chose qui ne le satisfaisait pas et il pensait qu'on avait juste une interprétation incomplète. Alors que Bohr pensait que intrinsèquement, les particules étaient à la fois dans deux états en même temps. Donc il se trouve que au cours du XXe siècle, les expériences devenant plus fines, on a donné raison à Bohr. Effectivement, c'est vraiment ce qui se passe. C'est intrinsèquement probabiliste. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est intrinsèquement superposé. Ce que tu ne racontes pas, c'est l'anecdote historique. C'est ce qui vous fait les deux, là. Alors vous avez... Les deux. Enfin, les réglises danoises. Alors vous n'aurez peut-être pas l'interprétation de Copenhague, mais vous aurez les réglises. Alors à vous de nous dire 30% sucré, 70% salé. Allez-y, testez. Et oui, monsieur Giraudon, 100% dégueu est aussi une option. Ah oui. À vous de jouer sinon. C'est en superposition de bon et de mauvais. Personnellement, quand j'observe, je tombe souvent sur mauvais. Donc voilà, vous avez une expérience quantique dans votre bouche. Donc passons aux choses sérieuses. Donc on a observé ce phénomène, on a une superposition, voyons comment on peut l'exploiter pour construire une machine calculatoire, un ordinateur quantique. Donc si on a un ordinateur classique, l'unité qu'on manipule, c'est le bit. Un 0 ou un 1. De façon concrète, souvent dans nos circuits, c'est plutôt un fil électrique avec ou sans courant qui passe. Simplement, c'est quelque chose de très clair. Donc dans un ordinateur quantique, on peut exploiter ce phénomène de superposition. Donc on oublie les particules, maintenant on reste avec des 0 et des 1, qui est un modèle théorique, mais qu'on peut plus ou moins réaliser en pratique. Et donc maintenant on a un qubit, à la fois un petit peu 0 et à la fois un petit peu 1. Donc de façon concrète, ça se manifeste de cette façon. Donc là, la petite notation avec les brackets, ça nous vient de la physique, ça veut dire que c'est quantique. Donc on peut avoir un qubit qui a 15% 0 et 85% 1 en superposition. Donc ça, c'est tant que vous n'observez pas. Et quand vous observez votre qubit, une décision va être prise et vous avez 15% de chance de voir un 0 et 85% de chance de voir un 1. Donc il y a une décision qui est faite quand vous regardez le résultat de votre calcul. Mais avant ça, dans les étapes intermédiaires, au niveau de la physique, c'est en superposition. Donc, petit commentaire pour les spécialistes. En réalité, on n'a pas vraiment des pourcentages, on a des nombres complexes qui rajoutent un peu en complexité pour la présentation. Par contre, qui rajoutent de la structure pour les mathématiciens et on peut faire de la géométrie plus, si vous voulez, plus que du calcul. Et ça, c'est juste un petit commentaire. Mais pour cet exposé, vous pouvez imaginer juste des pourcentages qui nous donnent les probabilités d'observer un état ou l'autre. Donc ça, c'est la technologie de base, c'est le phénomène physique qu'on utilise pour le qubit. Donc une fois qu'on a ça, on peut regarder à quoi ressemble notre mémoire, qu'est-ce qu'on va manipuler. Avec un ordinateur classique, on a des bits, on en a plusieurs, ça nous donne une chaîne de bits. Et donc ça ressemble à ça. Votre mémoire d'ordinateur, ce qui est manipulé, les opérations que vous faites, c'est sur une chaîne de bits, une chaîne de 0 et de 1. Donc maintenant, sur un ordinateur quantique, vous avez des qubits, vous en mettez plusieurs ensemble, eh bien vous avez une superposition d'états. Et la chose qui est importante, c'est que la superposition est cumulative. Donc plus vous avez de qubits, plus vous avez d'états que vous pouvez superposer entre eux. Et si vous vous rappelez le début de l'exposé, si vous avez quelques qubits seulement, vous avez un nombre exponentiel de nombres que vous pouvez représenter. Donc ici, si vous avez quelques qubits, alors vous avez un nombre exponentiel d'états en superposition. Et c'est là que vous obtenez une sorte, pas vraiment, mais une sorte de super pouvoir exponentiel.
en utilisant les principes de la physique quantique. Parce que vous avez une superposition d'un nombre exponentiel de choses que vous allez pouvoir manipuler. Et là, ce n'est pas exactement un ordinateur avec un nombre exponentiel de processeurs, sinon ce serait fantastique. Mais vous pouvez imaginer qu'on est capable de faire des choses nouvelles avec ça. Donc ok, donc on a notre mémoire. Et maintenant, on va faire un ordinateur. Donc si vous regardez très très près votre ordinateur classique, vous avez ce qu'on appelle un circuit. Et donc, vous avez votre mémoire, c'est une chaîne de bits, et il faut la manipuler. Et vous allez la manipuler avec ce qu'on appelle des portes logiques. Et une porte logique, donc théoriquement, ça ressemble à ça. En pratique, ça va être un petit composant électronique. Ça prend simplement des bits en entrée et ça en donne en sortie. Donc là, vous avez une porte qui, si on lui donne un 0 en entrée, va sortir un 1. Et si on lui donne un 1 en entrée, va sortir un 0. Vous inversez. Ici, vous avez une porte qui a une certaine propriété. Si vous lui donnez 0, 1 en entrée, elle va donner 0. Et ainsi de suite. Et il se trouve que, avec quelques composants comme ça, vous êtes capable de représenter tout ce qui est calculable avec un circuit. Parce que, après, évidemment, vous les cumulez en chaîne. Et donc là, vous avez une opération. Je prends un 0 en entrée, je le transforme en 1. Je prends un autre 0 en entrée. J'ai une porte logique, je lui mets 0 et 1, et elle me rend 0, simplement. Et donc, tous les algorithmes, toutes les opérations qu'on est capable de calculer, peuvent se représenter par un enchaînement de petites portes logiques, comme ça. Donc très bien, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe en quantique? Donc déjà, on a des objets un peu étranges. En quantique, on a également des portes. Ce ne sont pas exactement des portes logiques, ce sont des portes quantiques, qui font des opérations sur des qubits. Et là, il se passe des choses intéressantes. Je vous en ai présenté une. Pareil, vous en avez des collections avec lesquelles que vous pouvez agencer en circuit. Je vous en ai présenté une, la porte H, qui est la porte Hadamard, qui est particulièrement intéressante, en mon sens, parce qu'elle permet de faire de la superposition. Donc si je lui donne un 0 en entrée, elle va me sortir une superposition uniforme, 50% 0, 50% 1. D'accord ? Donc elle va me donner ce pouvoir de décupler ma mémoire, en quelque sorte, de décupler ma superposition. Et donc comme dans les circuits classiques, on peut les enchaîner, les mettre en chaîne. Et donc ici à droite, vous avez un tout petit circuit quantique, avec 2 Hadamard et 2 qubits. Et donc si vous donnez le premier Hadamard ici, donc votre mémoire, ici vous avez 2 qubits. Donc ça s'écrit avec deux signes ici. Donc le rouge apparaît en tête et le bleu apparaît à droite. D'accord ? Donc ma première porte Hadamard, que fait-elle? Elle prend mon qubit bleu ici et elle le met à 50% 0 et 50% 1. Donc si vous regardez ce qui se passe en bas, mon qubit rouge n'a pas bougé, il est à 0 dans les deux cas. Par contre, mon qubit bleu est à 50% 0 et à 50% 1. D'accord ? Donc ma première porte logique fait ça, elle décuple mon bit bleu. Et la seconde va faire la même chose sur le bit rouge. Et du coup, hop, maintenant mon bit rouge est 25%, il est à 50% 0 et à 50% 1. Sauf qu'avec la superposition du bit bleu, je commence à avoir 4 états. Et donc j'ai toutes mes combinaisons possibles de 0 et de 1, à 2 signes, toutes avec une probabilité uniforme. Et donc là, il se passe quelque chose. Vous voyez, avec mes Hadamard, que je combine, je mets une seule porte Hadamard, je passe de 1 état à 2 états. Je mets une deuxième porte Hadamard, je passe de 2 états à 4 états. Et je retrouve ma superposition exponentielle. Si j'en mettais une troisième en chaîne avec un troisième qubit, je me retrouverais avec une superposition de 8 états. Et donc ça, c'est le deuxième phénomène important des ordinateurs quantiques. C'est qu'on arrive à se retrouver dans une superposition d'énormément d'états avec seulement quelques portes logiques. Et à nouveau, c'est un phénomène exponentiel. Oui. J'ai une question, du coup, les flèches sur les deux portes Hadamard, elles représentent quoi? Les flèches verticales ou les... Oui, c'est ça. Ah non, c'était juste pour dire que quand on regarde l'état, ici, on a cette superposition.
où on n'a pas touché au qubit rouge, donc c'est des zéros partout. Par contre, on a mis le bleu en superposition, donc on se retrouve à 50% de ces deux états. Et après, ici, c'est ce qu'on a à ce moment-là dans le circuit. C'est la superposition uniforme de tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, donc maintenant, vous voyez que les deux modèles se ressemblent. On a des bits, des qubits, des portes logiques, des portes quantiques. Par contre, les comportements sont très distincts. Et donc voilà, avec un exemple un petit peu plus gros, un algorithme classique, ça va ressembler à un circuit comme celui-ci. Et disons, vous faites rentrer des zéros en entrée. Vos portes logiques agissent là-dessus, prennent des 0 et des 1, ressortent des 0 ou des 1 en sortie, et à la fin, vous avez un résultat. Si vous regardez à n'importe quel moment dans votre circuit, ici, c'est la mémoire dont on parlait plus tôt, vous avez une chaîne de 0 et de 1, une chaîne de bits, simplement. Donc ça, tous les algorithmes peuvent être représentés par des circuits, comme ça. Si vous regardez en quantique, donc là maintenant j'ai mis, donc je pars avec, j'ai un ordinateur quantique à 4 qubits, ce qui est déjà pas mal. J'ai mis 3 Hadamard en chaîne ici. Et donc quand je regarde ce qui se passe là, j'ai une distribution de différents états, ici, donc tous avec la même probabilité uniforme sur les états qui sont représentés et des zéros sur ces états-ci. Et en fait, qu'est-ce que vous avez à droite là? Vous avez tous les états envisageables où ce qubit serait à 1. Sauf que comme je n'y ai pas touché, il est à 0, donc j'ai probabilité 0 d'observer une configuration pareille. Par contre, ici, j'ai tout mis en superposition sur les 3 premiers qubits, et alors j'ai toutes les combinaisons possibles avec la même probabilité. Et donc on voit ici qu'on a cette capacité à se mettre en superposition d'énormément de choses très rapidement. Donc avec seulement 3 portes, je me mets en superposition de 8 états. Si j'avais 64 portes en chaîne, je me mettrais en superposition de 9 milliards d'états. D'accord? Et donc vous voyez à quel point c'est 64 portes, c'est rien. Bon, après on parlera de la technologie, mais 64 portes, c'est rien pour un ordinateur normal. Et vous pouvez vous mettre en superposition de 9 milliards de choses. Et il y a un autre phénomène qui est important ici. C'est celui-là. Donc je rajoute une petite porte que je ne vais pas définir ici, localement, et ça peut changer la totalité de ma distribution. Donc avec une seule porte, j'arrive à modifier, à prendre, disons, la moitié de mes barres ici, et les envoyer à droite. Donc sur un exemple à 9 milliards d'états, une seule porte pourrait me déplacer la moitié de ça, donc 4,5 milliards d'états dans ma superposition, et le déplacer à un autre bout du spectre des probabilités ici. Donc, on n'a pas vraiment un ordinateur exponentiellement parallèle, au sens où je ne peux pas aller voir localement quelque chose. Par contre, j'ai des phénomènes globaux. J'arrive à me mettre dans une superposition d'un nombre exponentiel de choses, facilement. J'arrive à manipuler un nombre exponentiel de choses. Mais c'est toujours des phénomènes de groupe, au sens où je n'ai pas un accès fin aux choses. Mais vous voyez qu'il y a quand même une sorte de super pouvoir avec le quantique. Ça y est, on rentre enfin dans le plat de résistance. Si tu pouvais accélérer un peu, ça m'arrangerait. Il faut libérer la table. Et donc on a une classe de complexité, pour revenir à notre complexité, des problèmes qu'on arrive à résoudre efficacement avec le quantique. Donc ça s'appelle BQP. Et donc, c'est une classe qui est assez originale quand on est habitué aux algorithmes classiques. Et donc, elle a deux, trois choses intéressantes. La première, c'est qu'elle contient tous les problèmes qu'on arrive à résoudre efficacement. Donc ça, c'est déjà intéressant. On construit une machine qui arrive qui est au moins, disons, qui arrive à résoudre efficacement les choses qu'on sait déjà résoudre efficacement, avec une machine beaucoup plus simple à construire. Bon, mais bon, c'est plutôt rassurant. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que vraisemblablement, elle capte également des problèmes là dans NP, qui sont des problèmes naturels pour nous, mais qu'on n'arrive pas à résoudre efficacement, a priori, avec un ordinateur classique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, là, vous avez tout ce domaine ici,
des problèmes qui sont un petit peu originaux et qui sont vraiment adaptés au quantique. Et qui ne sont pas les problèmes qu'on va étudier naturellement en théorie des graphes ou en cours d'algorithmique. Et notamment ici, le petit signe ρ nous indique qu'on est capable de factoriser des nombres efficacement. J'ai dit plutôt qu'on ne savait pas factoriser les nombres efficacement avec un ordinateur traditionnel. On sait le faire avec un ordinateur quantique. Et ça, c'est intéressant parce que je vous ai parlé des conséquences que ça a sur la cryptographie. Et donc c'est vraiment l'exemple qui a fait bondir le quantique, c'est l'algorithme de Shor en 1994. Et ça a vraiment transformé le domaine de recherche du quantique de quelque chose d'un petit peu exotique pour quelques experts à quelque chose qui a vraiment attiré l'intérêt des gens, notamment de l'armée, en commençant par là. Si vous n'êtes plus capable de crypter vos messages, ça pose des problèmes. Et donc ça a été vraiment un marqueur dans l'avancement des idées sur les algorithmiques quantiques. Et c'est un des rares exemples, il faut l'admettre. On n'a pas beaucoup d'exemples d'algorithmes qu'on sait faire en quantique rapidement et qu'on ne sait pas faire rapidement avec un ordinateur classique. Et ça, c'est vraiment un exemple marquant. Donc la question, c'est... donc là, vous avez un type d'ordinateur quantique sur lequel on arrive à faire des expériences. Et est-ce que les ordinateurs quantiques vont faire ressembler nos supercalculateurs à des jeux pour enfants? Et ça, c'est pas si clair. Donc on peut imaginer, on arrive à construire des ordinateurs à 127 qubits. Ce qui paraît pas beaucoup, mais quand vous mettez... donc je vous ai dit que l'exponentielle de 64, c'était déjà 9 milliards de milliards. Exponentielle de 127, je ne l'ai pas en tête, mais c'est beaucoup. Je sais, t'aimes pas que je te pose cette question, mais pourquoi 127 et pas 128, ça m'énerve. Je ne suis pas bien sûr, en fait. Et donc, est-ce que ça va remplacer nos ordinateurs ou pas? Et honnêtement, j'en sais rien. J'ai parlé à des physiciens, ils ne savent pas non plus. Et on entend beaucoup parler dans la presse un peu spécialisée de suprématie quantique. Ah, le quantique des quantiques. Donc c'est un mot... C'est un mot, c'est un peu un catchword que les gens utilisent. Ça fait toujours disons un buzz quand on l'utilise. Et on entend régulièrement tel industriel, Google, IBM, qui investissent beaucoup d'argent dans ces machines-là, qui disent on a réussi à atteindre la suprématie quantique, qui veut dire le moment où on a fait tourner un calcul sur un ordinateur quantique qu'on n'aurait jamais été capable de faire tourner sur un ordinateur traditionnel ou un supercalculateur, quelque chose de complètement inenvisageable. Bon, c'est toujours un peu un effet d'annonce. À l'heure actuelle, il n'est pas clair de savoir si on a atteint ou pas ce qu'ils appellent la suprématie quantique, parce que les algorithmes et les technologies progressent en même temps. Donc d'un côté, on va avoir des industriels qui construisent des machines quantiques de plus en plus grosses et de plus en plus stables, disons. Et de l'autre côté, on a les algorithmiciens qui simulent des machines quantiques avec des ordinateurs normaux et qui font également des progrès dans cette simulation. Et donc c'est jamais, pour le moment, c'est pas clair qu'on ait atteint la suprématie quantique. Et puis même, si on l'avait atteinte, je suis pas sûr que ça ait un intérêt particulier. C'est pas l'ordinateur quantique, il faut le voir comme une machine différente. Elle fait des calculs, mais elle n'empiète pas forcément sur les calculs que nos ordinateurs classiques font. Donc il faut voir que les algorithmes, les problèmes qui sont résolus avec un ordinateur quantique sont souvent des problèmes, disons des problèmes qui ont un sens, sont souvent des problèmes qui viennent de la physique. On veut faire des simulations du monde quantique, on veut approcher certaines fonctions qui minimisent des énergies. Et en fait, c'est assez logique parce que un ordinateur quantique, c'est une grosse expérience de physique, en fait. En tout cas, du moins, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est des très grosses expériences, très fines de physique quantique. Donc c'est normal qu'on puisse modéliser des phénomènes de physique quantique avec ça. Donc il y a tout un champ d'applications autour de notamment la modélisation de phénomènes physiques qui va naturellement tomber dans ce qu'un ordinateur quantique est capable de faire et ce qu'on a du mal à faire avec un ordinateur classique. Mais tous les problèmes de combinatoire, personnellement, je les vois mal. Enfin, l'ordinateur quantique n'est pas forcément adapté vers ça, alors que nos ordinateurs traditionnels le sont. Donc c'est pas vraiment, ça travaille pas sur le même terrain, disons. Et donc pour les ordinateurs quantiques, à nouveau, on n'est encore pas complètement sûr que ça sert à quelque chose. Les gens ont de l'espoir dans cette direction-là, mais on peut envisager
tout ce qui est dans la modélisation de phénomènes physiques, et donc la création de nouveaux matériaux, des opérations de chimie quantique pour la conception de médicaments assistés par ordinateur. Ça sont vraiment les grands champs applicatifs potentiels de l'ordinateur quantique. Mais ça ne recouvre pas tout. Et même ça, est-ce qu'on va être capable de passer à l'échelle? Là, je vous ai parlé d'un ordinateur à 127 qubits. Bon, 127, c'est pas énorme. Si on avait 127 bits sur nos ordinateurs, on ne ferait pas grand-chose avec. Est-ce qu'on va être capable de passer à 1000, 2000, 10 000, 1 milliard de qubits? Enfin, mon téléphone a 1 milliard de bits en mémoire. C'est pas clair. J'en ai parlé à des physiciens. C'est le gros point d'interrogation. On ne sait pas si on va être capable de contrôler des expériences physiques qui vont permettre de réaliser un ordinateur quantique. Et donc, bon, dans le cas des ordinateurs classiques, on a eu différentes révolutions, notamment le silicone, qui nous a permis de passer énormément, de croître énormément en échelle. Pour le quantique, je ne sais pas. J'ai parlé à des physiciens qui connaissent beaucoup plus les phénomènes et ils ne savent pas non plus. Super. On est vachement avancé. Oui. Bon, ben, quand même, est-ce qu'on est capable de faire tourner un ordinateur quantique? Alors la réponse est oui, mais bon, évidemment, ça demande, à l'heure actuelle, ça demande des infrastructures énormes. Il y a différentes technologies qui sont concurrentes. C'est vraiment un domaine émergent du point de vue de la physique expérimentale. Bon, ça coûte cher, et il y a un problème dont je vais parler surtout, c'est celui du bruit. On a énormément de mal à avoir une technologie qui maintient, qui contrôle des objets quantiques sans être perturbé par l'environnement. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Mais ceci étant dit, hop, vous avez des petits outils qui existent. Donc ça, c'est un outil qui est développé par IBM. Donc, dans le domaine, les industriels investissent beaucoup. Et donc vous avez des outils où vous pouvez créer votre circuit quantique et vous pouvez l'envoyer sur une machine, gratuitement, pour pas trop longtemps, des choses pas trop compliquées. Mais je peux vous illustrer ça, du coup. Donc, j'ai à nouveau un circuit avec 4 qubits, Q0, Q1, Q2, Q3. Et en bas, j'ai ma superposition d'états, que vous pouvez voir. Donc, au début, je rentre que des zéros là-dedans. Donc, avec probabilité 1, je me trouve dans l'état 0, 0, 0, 0. Tout simplement. Comme je vous l'ai expliqué, si je commence à mettre des Hadamard, hop, je me mets en superposition. Donc là, je mets le premier bit en superposition. Et vous pouvez le voir, en fait, c'est le bit le plus haut ici, le 0 et le 1. Les autres, je n'ai pas touché, ça reste des 0. Mais là, j'ai un 0 et un 1 en superposition. Et si je mets un autre Hadamard, je me retrouve en superposition uniforme de 4 états. Un troisième, je me retrouve en superposition de 8 états, et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça, avec plusieurs qubits. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais mettre cette porte-ci, qui va me changer la totalité de ma distribution, et qui va m'envoyer d'un autre côté du tableau. Donc vous voyez, vous pouvez manipuler des circuits quantiques. Pour ceux qui veulent avoir des exemples un petit peu plus larges, à droite, vous avez un langage de programmation assez simple pour faire ça. Donc ça s'appelle Quasm, mais il y a également des outils Python qui sont bien utilisés. Et chose qui est assez remarquable, vous avez un petit bouton bleu en haut à droite, et vous pouvez l'envoyer sur des ordinateurs quantiques. Donc pour le moment, c'est juste pour tester certaines opérations. Donc là, vous en avez un à Brisbane, qui est une ville que j'apprécie particulièrement pour y avoir vécu pendant 3 ans. Donc vous avez un ordinateur à 127 qubits, un vrai ordinateur quantique. Et il y a quelque chose d'assez remarquable, par contre, qui est la limitation principale. Si je vous montre, ici, vous avez le bruit, les probabilités d'erreur que vous allez avoir quand vous faites tourner. Et c'est absolument énorme. Vous avez voilà, des bruits qui vont jusqu'à 2%. Vous faites un nombre colossal d'erreurs avec ces ordinateurs. Principalement parce qu'on a du mal à les contrôler. Et donc, bon, là, l'évolution, c'est voilà, selon le nombre de qubits, selon le nombre d'opérations que vous faites, vous avez des erreurs qui explosent. Donc ça, c'est vraiment, d'un point de vue pratique, c'est une limitation forte.
Donc voilà. Et enfin, je vais vous toucher quelques mots sur comment je me suis retrouvé à faire du quantique, alors que j'étais pas parti là-dessus du tout. Donc moi, j'étudie les nœuds à la base et la topologie. Donc un nœud, c'est une courbe fermée dans l'espace qu'on a le droit de déformer. Donc là, à droite, vous avez, au début, vous avez quelque chose qui a l'air en noué, mais en fait qui ne l'est pas. Vous pouvez le défaire en un cercle. Des nœuds pour la 2. Et donc, les nœuds, c'est un objet de la topologie qu'on étudie depuis presque 150 ans. Il y a eu un énorme développement au XXe siècle. Il y a encore d'énormes questions qui sont non résolues. Certains, il y a eu un prix de la Fondation Fields en 2006 pour un problème de théorie des nœuds, à peu près. Donc c'est quelque chose, c'est un domaine actif des maths. Il y a énormément d'outils qui ont été développés. Et il y a des gens plus du côté informatique qui font une classification des nœuds. Donc là, à gauche, vous avez une tabulation des nœuds. Ce sont les premiers nœuds que vous pouvez dessiner dans le plan, en gardant bien sûr à chaque croisement quel brin passe dessus ou dessous. Et vous avez donc tous les nœuds que vous pouvez dessiner avec un nombre minimum de croisements égal à 7 ou inférieur à 7. Donc voilà. Et bon, il se trouve que des nœuds, il y en a beaucoup, et ça croît très vite. Et donc, si vous vous permettez une vingtaine de croisements, vous montez à 2 milliards de nœuds. Et encore, certains types de nœuds sont des nœuds qu'on dit premiers. Comme on a des nombres premiers, on a des nœuds premiers. Donc vous montez à 2 milliards de nœuds pour seulement 20 croisements. Et donc c'est un domaine des mathématiques dans lequel notamment on a développé énormément d'outils. Donc c'est intéressant quand on a ça, parce qu'on a différents angles d'attaque. Et donc, moi je regarde ça du point de vue algorithmique. Il y a certaines propriétés des nœuds qui m'intéressent, pour différentes raisons, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc il y a des propriétés qui m'intéressent et que je voudrais calculer efficacement. Une question assez naturelle à l'INRIA. Et donc comment ça se passe? Donc une façon d'étudier les nœuds, qui est celle qui m'intéresse, donc je pars d'un nœud, où là c'est un entrelac, donc j'ai 2 composantes. Et d'abord je redresse ce dessin de nœud. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir principalement des lignes verticales. Et bon, évidemment, c'est pas possible d'avoir uniquement ça, donc je me retrouve avec des lignes verticales, des petites boucles, et des croisements, et des maxima et des minima, simplement. Donc je peux décomposer mon nœud avec des petites boîtes, et qui contiennent chacune un certain type un certain bout de nœud, si vous voulez. Et donc ça a un avantage, c'est que bon, déjà ça ressemble un petit peu plus, décomposé en petites boîtes, ça ressemble un petit peu plus à de l'algorithmique. Et en plus de ça, dans ces petites boîtes, je vais mettre des fonctions. Des petites fonctions, et je vais définir un calcul avec ça. Une façon de calculer les choses. D'accord? Donc imaginez que chaque boîte contient une petite fonction qui fait des petites opérations locales. Et il se trouve que quand on fait ça, c'est les maths de la physique quantique qu'on utilise. On va avoir, c'est du calcul tensoriel. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est du calcul multilinéaire, si vous voulez. C'est des outils qui ont été développés fortement pour la physique quantique à la base. C'est le type de mathématiques qui sont intéressantes pour le calcul, dans le cas des nœuds. Et donc ça nous permet de passer du monde des déformations, de continu, des choses qu'on n'arrive pas forcément bien à transformer en algorithme, disons, à un monde beaucoup plus calculatoire, où là, on a des outils algorithmiques, algébriques, pour travailler. Donc ça, c'est très bien. Et donc si vous regardez cette image, notamment si je la tourne de 90 degrés, des fils, des petites boîtes, avec à l'intérieur des fonctions qui viennent de la physique quantique, ça devrait vous rappeler quelque chose, en fait. Ça devrait vous rappeler un circuit quantique. Et c'est exactement ça. Il se trouve que mes nœuds et les propriétés que j'essaie de calculer sont, du moins à estimer, c'est équivalent à faire tourner un circuit quantique et à mesurer la réponse. Il se trouve qu'il y a une correspondance entre les deux modèles pour un certain type d'approximation. Mais visuellement, vous pouvez peut-être entrevoir que, bon, on a des fils
des petites boîtes qui font des calculs. Et c'est exactement ce qu'on a dans le cadre d'un circuit quantique. Il se trouve que, théoriquement, on peut prouver que c'est vraiment, vraiment lié. Et donc, calculer mes invariants de nœuds, mes propriétés de nœuds qui m'intéressent, ou simuler un circuit quantique, ça revient à peu près à la même chose. Et c'est comme ça qu'en termes de théorie de la complexité, je suis obligé de regarder le quantique, parce qu'il y a tout un tas d'outils qui ont été développés par les gens de l'algorithmique quantique, les gens de la théorie de la complexité quantique, qui en fait me donnent un langage et des outils pour parler de mes invariants de nœuds. Quelque chose d'un peu étrange, un lien un petit peu étrange. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Si on regarde dans la physique, il y a des phénomènes noués. Et donc là, vous avez des particules qu'on appelle des anions, qui vivent dans le plan. C'est un peu étrange. On a l'habitude de particules qui vivent en 3D. Là, on a des particules qui sont bloquées dans le plan et qu'on peut faire tourner les unes autour des autres. Donc là, vous avez une expérience. Et la chose qui est assez remarquable, c'est que l'état du système, quand on le mesure, va dépendre de la trajectoire des particules. Ça va pas, quand on va mesurer quelque chose, ce ne sera pas ce qu'on voit au temps t, ce sera tout l'historique du mouvement des particules les unes par rapport aux autres. Et notamment, est-ce que telle particule est passée par-dessus ou par-dessous telle autre. Et donc, si on regarde ça dans le temps, on obtient une tresse pour savoir qui passe par devant ou par derrière. Donc c'est exactement ce que font mes particules ici. Donc celle-ci passe par derrière, et donc ici ça revient à un croisement où la particule qui était à gauche passe derrière la particule qui était à droite. D'accord ? Donc pour capter les trajectoires et l'historique de notre système quantique, on est obligé de regarder ça comme une tresse. Et bon, une tresse, si vous refermez comme ça, vous avez un nœud. Donc tresse et nœud sont à peu près les mêmes objets, topologiquement. Et il se trouve que la physique quantique, avec ces phénomènes étranges, a une mémoire de la position relative des particules lors de leur trajectoire. Et que donc ce que vous mesurez à la fin, c'est un invariant topologique de nœuds. Et ces invariants topologiques sont exactement ceux que j'étudie avec mes petites boîtes. D'accord ? Donc vous avez une réalisation physique des choses que je calcule. Et donc, si on met tout ça ensemble, on a un phénomène, on a du point de vue de la théorie, des propriétés de nœuds qui nous intéressent. Du point de vue de la théorie de la complexité, on sait que si on arrive à peu près calculer ces propriétés, c'est équivalent à simuler un ordinateur quantique. Et en plus de ça, ces propriétés-là, de nœuds, on arrive à les observer dans la physique. C'est exactement les ingrédients dont on a besoin pour construire un ordinateur quantique. Au sens de hardware, vraiment. Donc un ordinateur quantique topologique, cette fois-ci, ça ressemble à la chose suivante. On crée nos particules, peu importe. On commence dans un plan. On les fait tournoyer les unes autour des autres. On écrase tout ça et on mesure. On obtient une propriété de nœud qui est au moins aussi dure à observer. C'est au moins aussi dur que de simuler un ordinateur quantique. Donc c'est exactement ça. Donc inversement, si vous avez un circuit quantique, hop là, vous pouvez transformer votre problème en un problème de nœud. D'accord ? Donc je peux partir d'un circuit quantique, le transformer en nœud, et résoudre mon problème de nœud. Et l'avantage des nœuds, c'est que ça se dénoue. Et donc on peut simplifier les choses. Et quand je dis dénouer, on a tout un tas d'outils mathématiques et algorithmiques pour ça, c'est un petit peu plus subtil, mais essentiellement c'est ça. On a une nouvelle structure qui nous vient de la topologie. Donc ça ressemble à ça. Vous avez un circuit quantique. Être capable de le simuler, être capable d'observer ce que vous avez, c'est équivalent à calculer une propriété d'un certain nœud qu'on arrive à construire, sans souci. Et ce nœud-là a tout un tas de structures qu'on peut regarder. Donc c'est un nouveau point de vue sur les circuits quantiques et l'informatique quantique. Donc ça, disons, c'est l'application un peu phare de mes recherches. Mais donc, les liens sont assez forts. Donc vous avez, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect théorique et simulation. Donc j'ai un ordinateur normal, je simule un ordinateur quantique en exploitant des propriétés topologiques.
Mais il y a des gens qui essaient réellement de construire un ordinateur quantique basé sur ces anions qui tournoient les uns autour des autres. Et donc, bon, pour conclure, est-ce que c'est un problème si on n'arrive pas à construire un ordinateur quantique? On a vu, on arrive à faire 127 qubits, c'est intéressant déjà, c'est quand même une échelle qui est intéressante. Mais même si on n'arrive pas à faire ça, est-ce que c'est un problème? Et personnellement, je ne pense pas. On a ma vision de la chose, donc je suis incapable de construire un ordinateur quantique évidemment, c'est que c'est un outil théorique aussi. C'est un outil théorique, c'est une nouvelle façon de voir le calcul. Quelque chose de très différent. On est capable de résoudre certains problèmes avec des ordinateurs quantiques qu'on n'est pas capable de résoudre avec un ordinateur traditionnel, simplement parce que c'est un point de vue différent. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne sait pas bien interpréter avec un ordinateur classique, mais qu'on arrive bien à traiter avec un ordinateur quantique, avec ce modèle-là de calcul. Et donc moi, dans mes recherches de tous les jours, en fait, ça me permet de prouver des résultats de complexité, par exemple. J'ai mes invariants de nœuds qui ressemblent à des circuits quantiques. Et donc si j'arrive à montrer qu'ils sont au moins aussi durs qu'un circuit quantique, alors ça me dit quelque chose sur la complexité de mes problèmes. Ça me dit que vraisemblablement, c'est pas dans la classe P, par exemple, c'est pas quelque chose de simple. Et inversement, si j'arrive à résoudre mes problèmes avec un ordinateur quantique, ça me dit quelque chose sur la simplicité du problème, en quelque sorte. Et ce point de vue de l'ordinateur quantique, du circuit quantique, pour mes recherches, mais pour d'autres domaines aussi, notamment en algèbre, en théorie des groupes, ça, c'est bien adapté à mes problèmes parce que les choses que je calcule ressemblent déjà à des circuits quantiques. Comme je vous ai montré la petite image qui tourne à 90 degrés, ça ressemble déjà à un circuit quantique. Et du coup, ça me permet de travailler. Donc c'est un point de vue qui, pour le théoricien et pour le praticien aussi, de l'algorithmique, est intéressant. Donc c'est là-dessus que je vais conclure. Merci beaucoup.